pas ce qu'il attend. Ah, j'ouvre très bien les filles, si c'est moi qui m'attrape le film, ça va jamais terminer. Ah, il s'était bien gardé de nous montrer la fin de son manuscrit, hein, monsieur l'auteur-réalisateur. Écrivait depuis des mois pour son film, en nous promettant monts et merveilles. Aujourd'hui, sans son Dieu pour que des hommes dans son spectacle. Et il est où? Vous trouvez ça normal, vous? Ah ben oui, c'est évident pourtant. Pourquoi? Bah, c'est un film historique. Et alors, au début du siècle dernier, il n'y en avait pas des femmes, peut-être? Si, il y en avait, mais ce n'est pas elle qui faisait l'histoire. Les Pâtures, les Perrins, les Périnelles, les Raies, les Touzards, ils avaient bien des femmes, mais... Et des flopées de gosses, même, et qui ne se sont pas fait tout seuls. Oui, mais la femme est restée en marge de l'histoire. Il y avait bien quelques femmes fortes, comme les demoiselles Durand, tiens, Marie Curie et Camille Claudel. Mais la femme est restée dans l'ombre de sa maison, là où des siècles de traditions paternalistes n'ont enfui. Tu es en train de dire que la femme, à l'époque, elle ne sert à rien. Mais non, je dis pas cela. Je décris juste la réalité. Pendant la majeure partie de l'histoire, la personne anonyme était une femme. Écoute, tu vas cesser de nous faire la morale, hein, et puis surtout de protéger Guillaume. Tes leçons d'histoire, tu te les gardes pour toi. Moi, je suis majeure et vaccinée, alors... Alors justement, si à cette époque, on a inventé déjà quelques vaccins, les femmes, elles ne sont pas majeures. Que dis-tu? Elles ne sont pas majeures. Du point de vue du droit, elles sont considérées comme des mineurs. Elles passent de l'autorité de leur père à celle de leur mari. La seule façon d'obtenir un petit peu de liberté, c'est de devenir veuve. Charmant programme. Ah oui, d'où l'importance de la Première Guerre. Les veuves sont de plus en plus nombreuses et refusent de retourner s'enfouir dans leur foyer. Du coup, première catastrophe mondiale, première grande victoire pour les femmes. Et le divorce, alors? Il existe, uniquement pour faute. Des hommes battent leurs femmes dont ils ne veulent plus pour les obliger à demander le divorce. Ah ben, charmant programme. Heureusement que les choses ont bien changé. J'espère bien. Hein, les gars? Ah, il est pas né, Il n'est pas né celui qui va... Il n'est pas né celui hein. qui fera obéir. Oui, parce que tu as eu combien de maris, toi, déjà? 4, ça m'a troublé. Le cinquième, il ne peut pas débarrasser son assiette. Le quatrième ne peut pas débarrasser son assiette. Ça va t'en faire ça. Eh oui, toute cette émancipation va se faire lentement et progressivement. Et au fait, on est censé être en quelle année là? Dans 1920. C'est justement l'année où enfin les femmes ont eu le droit de se syndiquer sans l'autorisation de leur mari. Quelle victoire! Mais oui, c'est une victoire et fort importante. Car le 12 avril 1920 commence à Saint-Laurent-du-Pont une grève qui va durer 73 jours au sein des entreprises pâtures, du côté des aciéries, mais aussi du côté du busc. Hommes et femmes mêlés, 300 ouvriers. D'ailleurs, 2 mois auparavant, ceux de chez Vicat à la Pérelle avaient déjà cessé le travail. C'est une grève nationale des cheminots, des métallos et des cimentiers qui va gagner tout le Dauphiné et la Chartreuse aussi. Encore une fois, la grande histoire pénètre de plein pied dans notre petite histoire. Une grève contre quoi? La cherté de la vie et les bas salaires. Hein. Ce sont des gilets jaunes. Bon, et en attendant, hein, toujours pas de monsieur Guillaume. Ben oui, il est où? Celui-là, il va en prendre une dans la figure de grève. Oh, mais tu as raison, il y en a assez. Les filles, avec moi, toutes en grève contre Monsieur Guillaume. Tout contre Monsieur Guillaume! Mais soyez réalistes, les filles. Demandez du texte, demandez des lignes. Tout contre Monsieur Guillaume! La volonté de la scène contre la volonté du metteur en scène. La grève! La grève! La grève! La grève! Bravo! 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 Excellent! C'est cette énergie que je veux, mesdames. Vous me transportez, vous m'enthousiasmez. Vous me transportez. Le public a beaucoup apprécié, j'en suis sûr. Ah, te voilà, approche. Viens sur scène, mon gars. On va répéter l'âne battu. J'ai essayé de le calmer, Monsieur Guillaume, mais... Du calme, mesdames. Solidaire. Mesdames, du calme. Le public n'a pas payé pour vous entendre vous plaindre. Il n'a pas payé non plus pour ne voir que des hommes. Encore une fois, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Pas moi. Je comprends votre désarroi, mais il faut être raisonnable. Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames, le spectacle va reprendre. Alors, il me faut des hommes pour parler des négociations qui ont lieu pendant la grande grève. Claude, Robert. Ils ne viendront pas.
foutre de sur le suivre, on va dire. Claude, Robert. Ils ne viendront pas. Et pourquoi? Ils n'ont peut-être pas envie de dormir sur le canapé. Mais il me faut des dames pour cette fête. Non. Un petit peu. Non. De quoi? Non. Mais comment je vais faire alors, moi? Oh, mais on va te les faire, t'es bons hommes, hein les filles? Ah oui. Avec le talon, pas besoin d'être un bonhomme pour jouer un bonhomme. Il te faut quoi? Du patron un peu coincé? De l'ouvrier aviné? Comment, Guillaume, on va te servir ça sur un plateau? Comment? Allez. Bon, mais il me faut les deux fils pâtures, Louis et Camille. Pas de problème. Nelly et Ghislaine, allez chercher 2 vestes blanches et une belle cravate. Ok. Et pourquoi blanche? Ce sont des chartreux déguisés. Et après, qu'est-ce qu'il te faut? Ah ben... J'ai besoin de 2 ouvriers. Sylvie et Amélie? Des chemises rouges et un foulard noir. Mais pourquoi rouge et pourquoi noir? Le rouge de la révolution russe de 1917, qui terrorise les bourgeois jusqu'en Chartreuse. Et le noir de l'anarchie, qui séduit tous ceux qui veulent tout renverser. Ouais, alors je suis pas vraiment sûr. Oh, besoin d'être rassuré. Amélie, fais-nous un ouvrier de la forge quand même. Jojo, la forge. Ça va, monsieur Guillaume? On n'est pas dans... Enfin bref. Ça te va? Il te faut quoi encore? Eh ben, le maire de Saint-Laurent-du-Pont, monsieur Delaunay. Quelle couleur? Hein? Rouge, ou un peu rose, vert pas blanc, complètement anticlérical. À l'époque, Saint-Laurent s'éloigne de l'influence des Chartreux. Bon, tout est prêt. Guillaume, tu vas dans le public? Ah non, non. Ah si, si. Ah non. On se débrouille. On a besoin de toi. Allez, file. Je m'en vais, je m'en vais. Ah ben, sauve-toi. Allez, hop. Entrez, vous verrez mieux. Hein. Venez, entrez, vous verrez mieux. Entrez dans la cour de l'école pour apprendre des choses. Allez. Entrez. C'est bon, tout est en place? C'est bon. Moteur. Monsieur Paturne, il faut nous comprendre. Justement, non, je ne vous comprends pas. Laissez-moi vous expliquer. Cessez d'abord de me couper la parole. C'est vous qui me coupez la parole. Passons là avec moi, Blin. Mon père vous a embauché, vous n'aviez pas 13 ans. Vous devez tout au Paturne. Votre fils ne doit-il pas rentrer chez nous l'an prochain? Si, mais... Monsieur Paturne, nous ne sommes pas là pour notre propre compte. Nous parlons au nom de tous. Les ouvriers de Fourvoirie, ceux de la Carteronne, les femmes du Busque aussi. Vous parlez surtout comme cet agitateur venu de Grenoble. Alfred Nobel de la CGT. Un agitateur qui vous a manipulé, messieurs. Mon bon Blin. Et vous, mon cher Gauthier, vous êtes laissés berner comme des enfants par ce révolutionnaire à la solde de Moscou. Allons, ne cessez pas le travail. Nous pensons à votre bien, n'en doutez pas. Il n'en sortira rien de bon. J'ai fait la guerre, monsieur Paturne. Nous aussi, monsieur Blin. J'ai sué sang et colère dans les tranchées pendant 24 mois avant d'être blessé. À voir les camarades trembler et mourir. À voir les gosses chialer parce que le lieutenant porte son sifflet à la bouche pour lancer l'attaque. J'ai vu les rats, j'ai vu les morts, j'ai vu les boches. Heureusement, ma blessure n'a pas mal guéri. Elle ne me gêne pas trop. Elle ne m'empêche pas de travailler. Mais celle que j'ai là, dans le cœur, elle souffre tous les jours. Pourquoi je me suis battue, monsieur Paturne? Pour la France. Pourquoi je me suis battue? Pourquoi mes camarades sont-ils morts? Pour rien, monsieur Paturne, pour rien. Parce qu'aujourd'hui, mon pays ne me permet pas de nourrir ma famille. Alors que je travaille dur, dur pour vos limes, dur pour vos usines. Messieurs Paturne, nous savons que vous avez fait la guerre. Alors vous pouvez comprendre. Elle a changé quoi pour nous la guerre? On travaille aussi bien, aussi fort qu'on le peut. On obéit à vos règles, on obéit à vos contremaîtres. On ne fait que travailler, on n'a pas de quoi subvenir à nos besoins. Nos gosses n'ont pas de godasses. Nous voulons une augmentation. Ce n'est pas possible. Cela mènerait à la ruine, notre entreprise. Le passage aux 8 heures de travail par jour au lieu de 10 a déjà fait augmenter déraisonnablement nos coûts de production. La concurrence étrangère n'est pas soumise par cette loi. C'est pour cette raison que nous vous proposons un retour à la rémunération à la pièce. Nous avons procédé à un calcul qui devrait vous permettre, tout en travaillant toujours 8 heures, d'avoir une véritable augmentation. Non, messieurs, avec tout le respect que je vous dois, pour fabriquer autant de pièces, il me faut plus de 8 heures. Vous vous trompez. Je connais ma machine. C'est mon père qui l'a fait venir du Nord, cette machine. Nous connaissons ses capacités. Vous nous proposez une régression de nos conditions de travail. Non, je vous propose d'aider l'entreprise à survivre. Vous voulez une augmentation sans produire plus? Je vous réponds que cela n'est pas possible.
Imaginez un instant que j'accorde à tous ce que vous demandez. Dans 2, 3 mois à peine, nous mettons la clé sous la porte, parce que nous ne vendrons plus rien. Et vous vous retrouverez tous au chômage. C'est cela que vous voulez? Puisque vous ne voulez pas comprendre, c'est la grève. Voilà un mois que votre grève ridicule a commencé. Le juste droit n'est jamais ridicule. C'est assez risible de voir toutes ces serrer chaque jour davantage. Monsieur Paturle, Nous ne céderons pas. Nous non plus. Et pour vous montrer toute notre détermination, nous fermons les ateliers, lock-out, et que tous ceux qui veulent travailler nous l'écrivent, et nous étudierons cas par cas chaque demande. Vous n'avez pas le droit de nous dresser les uns contre les autres. Si certains veulent travailler, qui êtes-vous pour les en empêcher? C'est de votre faute à présent si les non-grévistes ne sont plus payés. Nous ne céderons pas. Nous non plus. Vous voulez parier? Ah non, que suis-je bête, mon cher Louis, c'est impossible. On ne peut pas parier les poches vides. Messieurs, les grévistes ayant demandé l'arbitrage de monsieur le préfet dans le conflit qui les oppose à vous et qui affame nos concitoyens, ce dernier m'a demandé de le représenter afin de tenter de vous accorder. Monsieur Delaunay, vous avez beau être le maire de Saint-Laurent-du-Pont, nous avions d'ailleurs beaucoup d'estime pour monsieur Pichat, votre prédécesseur. Cela ne vous regarde pas. Ce que nous faisons de nos usines ne regarde que nous. Monsieur Paturle, j'en appelle à votre bienveillance. Vous ne pouvez pas laisser des familles entières dans la misère. Il est de mon devoir de vous faire comprendre que vous devez cesser cette grève. Vous vous opposez toujours au retour des Chartreux? Oui, mais je ne vois pas le rapport. Eh bien, nous ne pouvons pas négocier avec vous. Nous acceptons de reprendre le travail. Après 73 jours! Bravo! Il a fallu du temps, mais vous avez retrouvé la raison en perdant du poids. C'est une très bonne nouvelle. Beaucoup de bruit pour rien. Cette tragédie tournée à la farce. Vous acceptez bien évidemment toutes nos conditions? Oui. Très bien. Le travail peut reprendre dès demain. Pour tous. Pour tous? Oui, pour tous. Excepté 7 à 8 meneurs dans chacune de nos usines. Monsieur? Monsieur Blin. 7 à 8 meneurs dans chacune des usines. Oui, monsieur Blin, nous ne voulons pas de nouvelles grèves tous les ans. Nous sommes obligés de faire un exemple. Cela vous fait quoi, monsieur Blin, d'être un exemple pour la jeunesse de Saint-Laurent? en 1929, près de 10 années plus tard, les usines Paturle finiront par accepter le principe d'une augmentation des salaires. Il en sera de même dans les ateliers Perrin. On s'est sans doute rendu compte que l'augmentation des salaires améliorait le rendement des ouvriers. Allemand dirait action, mais... Claude, où vas-tu? J'étais où pendant que toutes ces femmes me martyrisaient? J'étais en train d'essayer de retenir les caméramans. Pourquoi? Les caméramans, ils voulaient leur... comment... Alors, je sais plus comment on dit déjà. Vous savez le truc avec leur salaire, voilà, ils voulaient être payés. Oui. Et comme toutes ces bonnes gens n'ont pas voulu cotiser aux intermittents sans frontières et sans le sou, d'ailleurs, messieurs, dames, si vous voulez faire un don, c'est encore le moment. Hein, non, bon bah tant pis. Allez. Enfin voilà, du coup, les caméramans, je n'ai pu leur montrer que la poussière de mes poches. Et du coup, ils m'ont dit au revoir, à leur manière. Qu'est-ce que j'ai pris dans la gueule? Mais je me suis pas laissé faire, hein, je te jure. Je me suis pas laissé faire. Tu t'es battu pour le film. Oh. Mon
ami. Ah non, 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 je me suis enfui, moi. Et on n'oublie pas que je ne suis qu'un simple stagiaire maintenant, hein. Mais ce caméraman. Oh, mais je vais pouvoir terminer mon film. Oh, mais je m'en fiche, moi, à la fin de ton film. Puis d'abord, t'as même pas écrit la dernière scène. Ouais. Non, il n'y en a pas. D'accord. Sinon, bah non. Ah bah non. Ah non. Ah, j'étais sûr. Il y en a pas. Eh oui, les soirs, on rêve d'écrire des vers, mais... hein, et il coule trop de bière, et alors, les mots alignés sur le papier sont tous alignés de travers. Ah, c'est foutu. Même le stagiaire est plus poète que moi. Eh ben, t'as qu'à te mettre au théâtre, tiens. T'as tout un public devant toi, entraîne-toi. Ouais, mais... Mais quoi? Mais quoi? Mais t'as plus de public que sur France 3 à 4h du matin, profites-en. Mais c'est que je ne sais pas, moi. Mais c'est que je m'en fiche, moi, à la fin de ton film. M'en fiche, improvise ou dors, m'en fiche. Bon, allez, on fout ça, mais... Allez, j'essaie d'aller attraper le dernier quart pour Chambéry, moi. Ah, faut que je vienne manger, moi. La montagne! La montagne! La montagne! Elle tonne! Elle en rugit! Eh, où vas-tu? Que dis-tu, l'ami? Laissez-moi passer! Laissez-moi passer, la montagne glisse! Mais lâchez-moi! Tout va s'écrouler, je vous dis! La distillerie va s'écrouler! Mais que dis-tu? Réveille-toi, l'ami. Je ne dors pas! Mais, calme-toi, ce n'est que mon virage. Je ne dors pas, vous m'entendez? Comment pourrais-je dormir à un instant pareil? Tout va s'écrouler! Vous n'avez rien entendu? La distillerie! Le Seigneur soit avec nous! Elle glisse! Dans le guier! Calme-toi. Me calmer. Mais vous n'y pensez pas. La montagne s'en va. Un instant, elle était là, et puis l'instant d'après... Alors j'ai couru, j'ai traversé la nuit, je suis tombé, et je me Et on suis... dirait que j'ai vu un fantôme. Mais j'en ai vu un. J'en ai vu un. J'ai vu ma mort dans cette chambre, tout couvert de poussière. Mon reflet dans le miroir. Et raconte-moi. J'aime bien quand on raconte des histoires. Tiens, tu l'as bien mérité, l'ami. Mais raconte-moi, je te dis. Tu as déjà beaucoup couru, j'ai sur le ravitaillement. Je dormais tranquillement. Oui. Je dors toujours tranquillement. Oui. Et sur mes deux oreilles, en même temps. En même temps. Ce qui demande un véritable talent. Ma mère l'a dit. C'est dans les activités de la nuit que tu es le plus efficace, mon fils, et on cherche un gardien à la distillerie des Pères Chartreux. Alors me voici aujourd'hui, je suis le gardien de la distillerie de Fourvoirie des Pères Chartreux. Mais je suis du genre vif. Le moindre bruit me réveille. Un vrai berger allemand, je vous dis. Pas allemand. Non, ça va. Non. Du Dauphiné. Les deux. J'aime pas les Allemands. Oui. Verdun, les tranchées, tout ce que vous voudrez d'autre, j'ai tout fait. Je l'ai dit au père. Avec moi, pas de problème. Je dors, mais je veille. Je dors, mais je veille en même temps. Et vice-versa. Vice-versa, oui. Ouais. Mais là, un mort se serait réveillé. Un mort enterré et déjà en poussière se serait redressé. Un bruit immense. Tout qui vibre. Mon lit qui se balance. Et je tangue. Je m'accroche. Je me raccroche au rideau. Désespéré. Terrorisé. Le portrait de ma chère mère chute dans un immense bruit de verre brisé. Et je vois une immense lézard. D'abord fine comme un trait de crayon. Et puis de plus en plus épaisse. Puis large comme mon poing. Se dessiner sur le plafond de ma chambre et courir en zèbre complètement fou jusqu'au mur qui fait face à mon lit et tomber d'un coup d'un seul jusqu'au sol. D'abord, j'ai pas réalisé. D'abord, je croyais que je rêvais, comme ces soirs de 14 juillet quand la fête est un peu folle. Ah bah oui. Mais là, le bruit, il continuait. Encore et encore, de plus en plus fort. Et à travers le gouffre qui s'ouvrait dans le mur en face de moi, je voyais, aussi clairement que je vous vois, je voyais, à la place de ma belle affiche du Tour de France que j'avais rapportée de Paris, je voyais les lumières des usines de Monsieur Peinture. Alors, je sors de mon lit. Je sors de ma chambre. Et je cours à travers la nuit pour prévenir tout le monde que la distillerie, elle glisse vers le guier. Voilà l'occasion parfaite de finir mon histoire. Mais qu'est-ce que tu dis? Hein? Rien. Et toi, cours, file vers Saint-Laurent, avertir le maire et la populace.
Non mais sans blague que j'étais reprenne à boire dans les liqueurs au lieu d'être un sauveur. File, je t'ai dit ne t'arrête pas. Non mais oh, tu te rends compte? La montagne d'église, c'est pas du bois. Allez, file. File. La montagne! Oui, la montagne. La Oui. montagne! C'est ça, la montagne. Bon. Moi, j'ai retrouvé mon inspiration. Je vais pouvoir finir. Finir. Alors, il me faut 2 personnages. Ah ben oui, bien sûr. Un chartreux, Don Vidal pour superviser tout cela. Et... alors... attention, sérieux. Hop, hop, et hop, et hop. Alors là, mur. C'est un personnage important. Comment s'appelle-t-il ce bougre-là déjà? Ah oui. Monsieur Touvard. Quel désastre! Déjà la moitié des bâtiments écroulés. La montagne qui glisse encore. S'arrêtera-t-elle avant le pied? Nous avons mis en place un signal permettant de prévenir les Laurentinois si le guément venait d'être obstrué par ces tonnes et ces tonnes de pierres et de gravats. Mais la distillerie semble... Excusez-moi, mon père, mais la situation me trouble profondément. Au moment où tout semblait rentrer dans l'ordre, où votre retour au grand monastère n'était plus qu'une question de temps, la distillerie me semble irrémédiablement brisée. Tout cela était au final très prévisible. Cela fait des jours qu'il pleut, la terre est gorgée d'eau, et d'autres éboulements ont eu lieu en Dauphiné. Les pluies de ces dernières semaines ne sont ni les premières, ni les plus fortes à s'être abattues sur ce bout de montagne, mon père. Comment expliquez-vous alors ce glissement? Je ne sais pas, la négligence, ou pire, la malveillance. Non, nous ne voyons pas des ennemis de partout. Les employés de la distillerie sont sûrs. Ouvriers et contremaîtres sont dévoués. La nature a grondé, mon ami. Elle a parlé. Et nous devons nous résigner à n'être parfois que de simples fétus de paille. Car les voies du Seigneur sont impénétrables. Et qui peut dire aujourd'hui que rien de bon ne va sortir de tout cela? La montagne a glissé, mais elle n'a pas fait de victime. Oui, jusqu'à présent. Il va nous falloir de l'aide. Le message à destination du préfet a-t-il été envoyé? Oui, je l'ai confié à l'un de mes proches. Nous allons avoir besoin d'aide. De toute l'aide possible et disponible. La population se mobilise. Comme en 1903. Oui, oui. C'est bien d'une négligence qu'il s'agit, mais qui ne date pas d'hier. La catastrophe était sans doute prévisible, mais la mémoire souvent se perd. Avant notre expulsion en 1903, l'emploi du temps de nos ouvriers était fort précis. Du lundi au vendredi, on se consacrait à la production de la liqueur. Et le samedi, le grand nettoyage, l'entretien de la distillerie elle-même. Et fait notable, on prenait soin de curer en profondeur toutes les canalisations qui amenaient l'eau des sources de ce flanc de montagne vers le cours du Gué. Et elles étaient nombreuses, ces sources. Mais après notre départ, les canalisations n'ont plus été entretenues, se bouchant les unes après les autres. Les amis de Combes se préoccupaient trop de leurs embrouilles pour se soucier du site. Après notre retour et la remise en route de la distillerie, nous n'avons pas pu réparer ce beau gâchis. Et nous en payons ce soir le prix fort. Comme les sources ne coulent plus vers le Gué, elles ont gonflé le terrain, qui trop lourd, et toujours plus alourdi de chacune des pluies qui nous cernent, a fini par glisser, se préparant à emporter la plus grosse partie de la distillerie. Eh, que pouvons-nous faire à présent pour arrêter tout cela? Rien, malheureusement. Et tout indique que le terrain va continuer de glisser. Il faut sauver ce qui peut être sauvé. Démontons les alambics, rapidement, et préparons le transfert des fûts et des réserves. Mais c'est un travail monumental.
nous recevrons de l'aide. Soyons confiants. J'espère que ces énormes blocs de pierres et de roches n'atteindront pas le gué, parce que ce serait un désastre pour Saint-Laurent-du-Pont. C'est parti, mon ami. Une foule considérable sur la route de Saint-Laurent. Une foule d'hommes, de femmes et des enfants. Et Chartreux, Vive l'armée! et des soldats en ordre de marche, se dirigeant vers nous. Ah, que c'est beau! Que c'est beau, que c'est beau! Par un formidable retournement de situation, énième péripétie dans l'histoire de la Chartreuse, l'armée qui avait expulsé Manu Militari 32 années auparavant les pères chartreux vient en ce 16 novembre 1935 à la rescousse de ses mêmes pères. M'offre ainsi une fin idéale pour mon histoire. Monsieur Guillaume, Oui. j'oublie juste de dire que la distillerie ne sera pas reconstruite à Fourvoirie, mais à Voiron. Tu oublies juste de dire que l'année suivante signera l'arrêt définitif du train Voiron-Saint-Béron, Le règne des voitures et des camions commence. mais aussi les débuts du Front populaire et des congés payés, avec le développement du tourisme populaire sur le massif et l'or blanc. Mais le recul du tourisme dans la vallée, avec la fermeture des thermes de la Bauche et celle des grottes de Saint-Christophe. Plus besoin de tourisme, les usines tournent à plein régime. Et puis, tu oublies le bruit des bottes. On oublie toujours le bruit des bottes. Es-tu certain d'avoir fini, l'ami? Ne sens-tu pas les prémices d'une nouvelle guerre? Tu finis alors que la grande histoire s'accélère. C'est cette guerre qui achèvera le retour des Chartreux, le 25 juin 1940. Les Chartreux qui fuient l'Italie fasciste, qui a déclaré la guerre à la France. Non, monsieur Guillaume, tu n'as pas fini, parce que tout recommence tout le temps. La Chartreuse est au cœur de l'histoire, la grande et la petite. Et son peuple écrit toujours son histoire. Le retour des Chartreux aurait pu être une fête, mais des heures sombres attendaient la France et nos montagnes. Et comme l'histoire a l'étrange manie de toujours vouloir reprendre les rails d'hier, il est plus qu'urgent de ne pas oublier où elles nous ont menés. Hé, est-ce que quelqu'un d'autre a eu la bonne idée de filmer tout ça? Non. Mesdames, Messieurs, le spectacle déambulatoire que vous venez de suivre n'est qu'une petite partie de ce qui vous attend ce soir pour ceux qui viendront à la salle. Et il a été écrit et mis en scène spécialement pour Trésor de Chartreuse par Philippe Bulage de la compagnie Interciné. Merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour les courageux qui ont franchi le pont. C'est parfait. Trésor de Chartreuse, ça continue. Il y a tout un tas de choses qui se préparent pour cet après-midi. Donc toujours les animations côté Isère, du côté Lavoir. À 14h, une nouvelle représentation de ce spectacle déambulatoire. À 15h45, salle Notre-Dame, un documentaire sur la désindustrialisation de la vallée, du côté Entre-deux-Guiers, les Échelles, Saint-Christophe-sur-Guiers. À 18h, bien sûr, le spectacle. 17h40. 17h40, on a changé l'horaire pour le feu d'artifice. Voilà, à 17h40, représentation du spectacle complet des hommes derrière l'histoire. Et du côté de Saint-Même, tout un tas d'animations,